C'est Ressus Radio, spécial Catch-moi si tu peux. Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans notre nouveau programme Catch-moi si tu peux. Moi, je dis nouveau programme, mais ça fait un petit moment déjà qu'on l'a lancé. Programme court où on analyse les news, où on débat d'un style de catch particulier, d'un style de match, comme on avait fait pour Hell in the Cell par exemple. Là, on va débattre d'un catcheur. On va revenir un peu sur sa carrière. On avait déjà fait un Catch-moi si tu peux sur Sting. Et là, on va revenir sur la carrière non pas de AJ Lee, non pas de Joe Styles, mais bien de AJ Styles. AJ Styles qui a fait donc ses débuts à la WWE lors du Royal Rumble récemment. Avec moi today, deux chroniqueurs qui connaissent bien ce bonhomme, deux spécialistes de la TNA. Le premier, c'est un peu le frère caché de Dean Malenko, même si on n'a pas trop envie de le voir en slip. C'est mon ami Brousty. Salut Brousty. Ouais, non, salut, c'est vrai que... Qui est pas sous Brousty. Ouais, Comment non, tu mais vas? c'est... Oui, non, mais très bien, et puis un honneur quand même de t'avoir pour la première fois comme animateur, ça a souligné ça. C'est l'histoire Oui, qui s'écrit devant vous. Voilà. c'est l'histoire qui s'écrit. Il faut dire qu'on a des petits soucis avec les chroniqueurs à droite à gauche, avec les vies personnelles. Donc ce soir, je suis un peu le bouche-trou de service, mais je suis très content d'être là. Avec nous également, alors lui c'est le grand spécialiste. C'est le grand spécialiste de la TNA. Sans lui, il n'y a pas d'Impact Wrestles. C'est Seb. Bonsoir Seb. Bonsoir Renaud, content aussi de faire partie de l'histoire pour ce premier numéro. Je suis tellement content d'être là pour ce podcast avec AJ Styles que j'ai sorti mon t-shirt AJ Styles. Bon, ça n'a pas d'intérêt vu qu'on n'est pas filmé par contre. Ouais, mais c'est la classe. C'est la classe. Moi, j'ai un t-shirt avec un H au milieu, mais c'est pas pour Triple H. C'est un truc, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin bref. Donc, on va revenir un peu sur le parcours de AJ Styles dans les grandes lignes. Je vais vous poser quelques questions, on va débattre dessus et on va commencer tout de suite. Hein, on va pas attendre 100 ans. Donc, quand vous entendez le nom de AJ Styles, ça vous évoque quoi, Brucey? Ben, tout simplement déjà, en fait, un nom légendaire qui a bâti la TNA déjà, ça c'est très clair, c'est quand même le gars qui a fait l'X Division. Bon, on en parlera un petit peu en détail tout à l'heure, mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui a fait son trou partout, qui est reconnu dans le monde maintenant. Et c'est le Phenomenal One, donc voilà, sur un surnom qui reste quand même maintenant. Voilà, c'est le meilleur catcheur, libre jusqu'à il y a très peu en fait. Seb, t'es d'accord avec Brucey? Ouais, totalement. C'est un petit peu l'âme de la TNA. Hein. Il a été classé d'ailleurs en 2003, 2004 et 2005 Mister TNA, c'est son surnom. Et il faut savoir qu'il a aussi combattu dans le tout premier match de l'histoire de cette compagnie. C'était un match à 6 en compagnie de Jerry Lynn et de Loki, qui sont aussi deux catcheurs importants pour cette fédération. Mais quand même, ça marque quand même un chapitre important, quoi. C'est le premier combat, il a été dedans, donc vraiment, ça prouve que qu'il fait partie de l'histoire de cette compagnie. Alors moi, pour ma part, AJ Styles, je le dis vite fait parce que là ce soir je suis en rôle d'animateur, mais je l'ai connu à la fin de la WCW, quand la WCW allait mourir, qu'elle était rachetée par Vince McMahon. Il est arrivé, lui, dans un tournoi par équipe avec un jeune qui s'appelait Paris. Ils étaient à deux, ils avaient participé à ce tournoi-là, ils n'avaient pas gagné bien sûr, c'était deux rookies qui volaient partout dans le ring, donc il avait déjà un style très aérien. Après la WWE a racheté la WCW, il a fait un match là-bas, je crois, qui n'a pas vraiment marché, c'était face à l'Hurricane, donc Shane Helms ou Gregory Helms. Et c'est pas resté dans les mémoires. Puis après, donc, il est parti là-bas du côté de la TNA où c'est vrai que ça a vachement marché. Et si on pourrait conseiller, pas qu'un match parce que c'est trop dur, mais plusieurs matchs à nos amis auditeurs à la TNA. Est-ce qu'il y a des matchs comme ça, vous voyez, qui Oh ressortent un oui. peu du lot? Il doit y en avoir pas mal. Il doit y en avoir beaucoup. Donc si on peut rebondir un tour chacun, ça serait cool. Comme ça, vous avez un peu la parole, un tour chacun. Par exemple, Bruce, si tu commences, et puis Seb, si tu peux rebondir sur un autre match, ça serait pas mal. Ouais, bah il y en a un en fait qui est évidentissime. C'est le meilleur match de l'histoire de la TNA peut-être. C'est un match contre Samoa Joe et Christopher Daniels, deux de Hmm. ses grands rivaux, lesquels voilà, il a fait les grandes heures de l'X-Division. C'était d'ailleurs le premier champion X-Division de l'histoire. C'était en 2005 au pay-per-view Unbreakable. C'est un match qu'il avait gagné et voilà, c'est un match qu'on peut revoir encore. C'est une action de dingue qui a tout du long et ouais, c'est vraiment un des rares matchs vraiment qu'on peut qualifier de 5 étoiles à la TNA avec lui. Après, il y en a eu d'autres, je vais laisser Seb en citer. Ouais, je confirme totalement ce que Bruce vient de dire sur ce match-là. Ils avaient d'ailleurs tenté de le refaire des années plus tard à Turning Point. C'était un bon match, mais clairement pas du niveau de celui de Unbreakable. Turning Point Par... 2009, 2008, non? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, 2009. d'accord.
Par contre, en 2005, je retiens aussi deux autres matchs, moi, de AJ Styles. Celui contre Abyss à Lockdown, qui est possiblement le meilleur match de la carrière de Abyss. Et vous avez aussi le match de Bound for Glory 2005, AJ Styles contre Daniels dans un Ironman match de 30 minutes qui vaut aussi le détour. Aussi? Ah ouais, ben moi, c'est pour dire que 2005, c'est quand même une année qu'il a vraiment survolé à tous les niveaux. J'avais même encore un autre match, non pas qu'il ait fait des matchs pourris les autres années, mais j'ai aussi beaucoup aimé sa rivalité avec Pete Williams et Chris Sabin, c'est deux de ses grands rivaux aussi pour la X-Division, et ils étaient dans un Ultimate X match, c'était à Final Résolution, et ça aussi c'est un match vraiment qui m'a beaucoup intéressé. Voilà, pour parler strictement de TNA, parce que c'est vrai que Oui, oui, après, j'ai quelques matchs à citer aussi. Hein. ouais, on reviendra après sur son parcours ailleurs. Donc, AJ Styles a eu énormément de haut à la TNA, c'est clair et net. Mais est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'il y a des années où ça a été un peu plus faible? Peut-être pas au niveau des matchs, mais au niveau de son personnage. Est-ce qu'il a eu des moments un peu plus dans le trou au niveau construction? Je pense peut-être, je suis pas un spécialiste, mais je pense qu'en 2010, et il était peut-être en dessous des autres performances. En tout cas, au niveau personnage, Seb, je me trompe ou pas? Non, tu n'as pas tort. C'est en partie, je pense aussi à cause du booking. Hein, Oui. on le fait passer pour un personnage qui n'est pas super intéressant et qui ennuie les fans. Et du coup, on peut pas vraiment lui reprocher à lui de faire le boulot qui est demandé. Mais c'est vrai que les personnages parfois sont pas intéressants. On pense notamment à la terrible saga avec Claire Lynch ou encore Dixie Carter, des histoires d'adultère, de tromperie en tout va, qui n'intéressaient pas grand monde. Hein. Ah Faut oui, savoir que ça 2010, c'est c'était en l'année. 2012-2013 en fait, ce que Ça, c'est. c'était plus tard, oui, c'est vrai. D'accord. Mais 2010, c'est l'année où il arrive Hulk Hogan à la TNA. Et Hogan, dans une conférence de presse, en interview, il dit déjà qu'il connaissait pas du tout AJ Styles avant d'arriver à la TNA, ce qui avait choqué pas mal de fans. Vous aussi, tu te souviens d'un moment Ouais, non, mais particulier en 2010? c'est surtout 2010, si je ne m'abuse, c'était KJ Styles c'était champion, mais c'était un champion que Hogan et Eric Bischoff n'aimaient pas trop. Et en fait, ils lui ont collé Eric Flair et Eric Flair qui en faisait une copie. Ce qui était très moche, voilà, ça forçait beaucoup sur le personnage de J Styles qui devait beaucoup forcer toutes les attitudes à chaque fois et puis et surtout un match ridicule contre Abyss. Autant Seb a rappelé de très bons affrontements par le passé, mais il y a eu un match tragique où Abyss l'avait fait passer littéralement à travers le ring et ça c'était beaucoup trop du grand guignolesque et ça avait beaucoup entaché déjà sa réputation à l'époque et je crois que déjà à l'époque il avait dû penser à un moment donné partir. Mais après il y a eu heureusement une relance les 2 années plus tard, avant la fin qu'on connaît. Voilà. Donc au final, il est resté combien d'années à la TNA, AJ Styles? 12 ans, près de 12 ans. Près de 12 ans, d'accord. Et pour vous, pourquoi a-t-il quitté la TNA? Qu'est-ce qui fait que ce grand catcheur, cette figure de la TNA, un peu comme Sting à la WCW, qui lui était vraiment resté jusqu'au bout, pourquoi AJ Styles a quitté la TNA? Seb, t'as un avis là-dessus? Bah, tout d'abord, on peut dire qu'il a quand même qu'il a vraiment tout fait quoi. La TNA, il a gagné tous les titres possibles et imaginables. Il a été le premier Triple Crown Champion, c'est-à-dire gagner le titre par équipe, le titre X-Division et le titre poids lourd. Ça a été également le premier Grand Slam Champion, c'est-à-dire le titre TV en plus de ceux que je viens de citer. Il a été le premier champion X-Division, le recordman de titre X-Division également, c'est pour lui. Enfin, il a vraiment tout fait quoi. Donc en partant de là-dessus, c'est vrai que il peut quitter la compagnie et tenter sa chance ailleurs, mais je pense qu'il y a aussi des problèmes au niveau de l'importance qui a été donnée à son personnage. Il descendait d'année en année au lieu d'être monté, et donc je pense que ça lui a pas spécialement plu et qu'il a décidé de partir aussi à cause de ça. T'es d'accord, aussi? Tu penses qu'il a fait le tour à la TNA? Ouais, non, mais c'est sûr ouais, je serais d'accord pour dire que pour lui, je pense qu'il y avait un manque de challenge. Il avait déjà affronté tout le monde. Bon, c'était pas ça qui le gênait aussi, mais c'était, je pense surtout au niveau du contrat. On le sait qu'il y a eu beaucoup de discussions et ça a beaucoup achoppé sur le salaire. Il pensait ne pas être vraiment payé à sa juste valeur. Et déjà, ça a duré depuis plusieurs mois. Même il y avait un angle précédemment à télé là qui avait conduit à son personnage
de loup solitaire. C'était déjà à l'époque, on pensait qu'il était parti en fait. Et il était revenu un peu comme ça. Il était même agent libre déjà à cette époque-là, il me semble. Donc vraiment, il avait déjà un petit contrat. C'était limite presque à l'apparition, peut-être parfois, je crois. Mais voilà, c'était qui était pas reconnu à sa juste valeur, je pense, et puis ouais, qui voulait explorer de nouveaux horizons. Peut-être pas arriver à la WWE à terme, mais quand on sait ce qu'il a fait après, déjà, c'était vraiment revenir à ses premières amours également, parce que les ROH, faut le dire aussi que durant les 2-3 premières années avec la TNA n'était pas une fédération stable. Elle organisait des espèces de petits pay-per-view, c'était plutôt la NWA TNA d'ailleurs. Et du coup, il luttait beaucoup pour la ROH, où il avait notamment affronté CM Punk à 2 reprises. Et voilà, donc Ces matchs-là, tu les conseilles? Il y a des matchs à la ROH où qu'on peut conseiller aussi aux amis qui nous écoutent ou ça devient pas en tête là? ouais, non, je dirais c'est plus récemment, c'est plutôt dans Hmm. son run récent à la ROH, c'est plus Star Extravaganza, je crois que c'était en 2014, c'était un match à 4 contre Adam Cole, Michael Elgin et Roderick Strong. À l'époque, c'était pour être le challenger au titre de la ROH, ce qui n'a jamais touché. Mais il a eu quelques matchs quand même pour ça, mais il a toujours perdu. Donc voilà, ça c'est pour la ROH. Seb, est-ce qu'il y a des matchs plus récents aussi à la TNA? On s'est un peu arrêté en 2005, mais est-ce que tu penses à des matchs un peu plus récents concernant AJ Styles à la TNA? Ouais, je pense qu'il y a d'autres matchs qu'on peut évoquer. Par exemple, 2012, un Last Man Standing entre AJ Styles et Daniels. Plus globalement d'ailleurs, tous les matchs contre Daniels ou contre Samoa Joe avec AJ Styles étaient des super matchs. Sinon, encore 2 matchs que je peux vous citer, c'est celui contre Sting à Bound for Glory 2009. Ou alors pour l'histoire, No Surrender 2009, un match à 4 contre Kurt Angle, Matt Morgan et Sting, où AJ Styles devient champion du monde pour la première fois. Donc pour l'histoire, faudrait peut-être aussi le voir. Oui, oui, champion pour la première fois de la TNA, parce qu'il faut préciser que il a été 2 ou 3 fois champion de la NWA, parce que NWA. longtemps le titre de la TNA s'appelait NWA, donc c'est sûr qu'il y a eu longtemps un petit peu cette frustration qui ne touchait pas le titre officiellement appelé TNA, champion du monde, donc du coup ouais, c'était une erreur réparée quand même. Parce que c'est vrai qu'il a été longtemps étiqueté X Division, mais il est aussi très très vite monté lui très très haut aussi. Donc c'était quand même quelqu'un qui pouvait lutter sur tous les niveaux, par équipe aussi, avec Kurt Angle, il a eu une association gagnante. Ouais, moi aussi je parlerai plutôt aussi de ces matchs contre Kurt Angle, c'était en 2008, début d'année 2008, où il y avait Karen qui était en jeu, l'ex-femme d'Angle. Et ouais, c'était une rivalité aussi que j'avais beaucoup aimé, où il y avait un match à Hard Justice notamment, ouais, qui était pas mal. Non, vraiment, il y a des rivalités très intéressantes de part et d'autre, vraiment, avec beaucoup de monde. Il y a eu très peu de choses ratées quand même. Très bien. Bon, on a bien fait le tour de la TNA. On va un peu parler maintenant de la New Japan Pro Wrestling. Est-ce que vous avez senti une évolution entre sa période TNA et sa période au Japon? Ouais, Bruce T, bon, t'as ouais, senti une là, évolution? tu me vois en fait, oui. Parce que, Alors, alors je te ouais. vous vois, d'accord. Il y a que toi qui as suivi au niveau du Japon. Est-ce que tu l'as senti plus stiff dans son cas? Je sais que là-bas c'est assez dur sur l'homme. Toi, tu l'as trouvé comment là-bas, AJ Styles? Ben, c'est vrai que j'ai vu un personnage plus intense, mais plus dans l'attitude, parce que il y a aussi un truc qu'il faut dire. Je sais pas si Seb sera d'accord, mais à la TNA très longtemps, c'était le gars qui était là pour faire des matchs, qui n'avait pas vraiment de personnage. C'était le gars qui rentrait, voilà, qui divertissait, mais au-delà de ça, le personnage, c'était souvent critiqué, ça manquait de charisme. Et à la NJPW, vraiment, c'est du charisme non-stop dont il a fait preuve, et c'était vraiment ce qui manquait l'essentiel de son parcours dans la TNA, vraiment cette absence de charisme, et là il l'a gagné. Pour qu'à la TNA ça l'aidait pas parce qu'il devait copier le charisme de Ric Flair, comme je disais juste avant, par exemple, donc il n'était pas aidé avec un personnage, alors que là c'était le leader du Bullet Club. Et d'entrée, dès son premier match, en fait, il avait marqué les esprits parce qu'il avait battu, à mon plus grand regret à l'époque, Kazuchika Okada, et c'était pour le titre, carrément, le titre poids lourd.
Et c'était le tout premier américain depuis Brock Lesnar à être champion, à avoir ce titre. C'est quand même quelque chose, près de 10 ans après. Et le Bullet Club, voilà, il l'a quand même aidé. C'était le clan qui était dirigé par Prince Devitt auparavant, qui est maintenant Finn Balor. Donc il y a quand même déjà une certaine suite et vraiment il s'est attiré beaucoup de fans au Japon, ce qui est quand même une démonstration d'un certain talent et d'un personnage installé et avec une attitude quand même assez heel en plus. Donc à la TNA, ces personnages heel, ces brèves périodes heel, je les trouvais un peu plus ratés. Il était vraiment plus face naturel à la TNA, alors que à la NJPW, il travaillait comme heel et puis ça marchait du tonnerre. Donc vraiment, il s'est créé une grosse popularité au Japon et vraiment impressionnant avec ce summum, c'est son tout dernier match, le tout dernier match aussi à Wrestle Kingdom, le grand show annuel de la NJPW et de Shinsuke Nakamura qui on le sait a signé NXT et qui luttera donc pour la première fois lors du week-end de WrestleMania. Et les deux avaient fourni un gros match et c'était kiff-kiffé, limité au niveau des acclamations, alors que Nakamura c'est quand même une des légendes de la NJPW. Donc ça montrait qu'AJ Styles s'était vraiment installé comme un personnage très fort. Non, c'était quand même impressionnant. Moi, il m'a bluffé parce que je pensais pas qu'il pouvait atteindre un tel niveau parce que c'est toujours compliqué parfois pour un gaijin, comme ils les appellent là-bas au Japon, un étranger de faire son trou. Ouais. Donc c'est impressionnant, surtout qu'il a pas un gabarit énorme, mais voilà, il a le style qui pouvait s'adapter à tout. Et Nakamura, c'est vrai qu'il est, par exemple, il est un peu stiff, et, ça va pas se mentir. Et puis AJ Styles, il tenait vraiment la comparaison. Vous voyez, c'est. D'ailleurs, je sais pas si on peut dire à ce sujet, mais c'était l'année dernière ou l'année d'avant. En fait, lui, il a un finisher qui s'appelle le Styles Clash. Bon là, je vais un petit peu ailleurs de la NJPW, mais c'était l'année Vas-y, dernière vas-y. à la ROH qui a eu un incident sur le coup, c'était contre Roderick Strong, que Roderick Strong n'était pas bien placé, donc en fait ça avait fait très peur, c'était comme si c'était tordu le cou. Oui, Alors, cette vidéo a fait le tour d'ailleurs sur YouTube. et puis après à la NJPW, il y a eu Yoshitatsu aussi, que c'était décrit comme un move très dangereux et la question se posait très nettement sur la place publique de savoir s'il fallait pas que ce move soit banni définitivement. C'était vraiment une période assez trouble où ça a aligné face à tous les adversaires, aussi en Angleterre, où il a pas mal lutté aussi ces derniers mois, avec un catcheur d'expérience, Lionheart, qui a été aussi durement touché par un stage clash. Mais paradoxalement, c'est au plus fort de cette polémique que finalement le move, il est passé un peu plus tranquillement. Faut avouer qu'il variait sa palette, il s'est mis aussi à faire des soumissions, donc du coup ça passait mieux. D'accord. Bon, merci à Brossi pour ce beau débat sur la New Japan Pro Wrestling. Tu nous as appris beaucoup de choses, c'était franchement cool. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu AJ Styles au Japon, on vous conseille fortement de voir puisque ça a l'air vraiment impeccable. Donc on est dans l'évolution à AJ Styles, hein, c'est un gars, on voit qui construit bien sa carrière, il passe un peu de partout, un peu à la Chris Jericho. Il se fait un nom un peu partout pour finalement atterrir dans la Big League, à la WWE qui est un peu le Saint Graal pour tous les catcheurs, on va pas se le cacher. C'est là où on gagne le plus d'argent, c'est là où c'est le plus visible, c'est l'Amérique, c'est chez McMahon. Donc qu'est-ce qu'il peut apporter, à votre avis, à la WWE? Est-ce que ça peut bien marcher pour lui? Et est-ce qu'il peut apporter un petit plus à la fédération chez Vince McMahon? Seb? Bah déjà, il peut apporter un bon vent de fraîcheur. C'est quelque chose qui est non négligeable parce qu'on va avoir beaucoup de combats inédits. Avec toutes les heures de programme qu'on a à la WWE, forcément, il y a des matchs qui se répètent semaine après semaine. Et là, ça fait du bien de pouvoir voir des matchs inédits. Même le AJ Styles contre Curtis Axel à SmackDown, par exemple, c'était intéressant puisqu'on n'avait jamais vu ça. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Après, le match en tant que tel, il n'y a rien de spécial à dire. Mais bon, au moins, tu partais pas avec un a priori négatif, quoi, vu que tu n'avais jamais vu l'affiche. Et après, quand même, il faut dire que AJ Styles a été classé numéro 1 du Pro Wrestling Illustrated en 2010.
C'est d'ailleurs le seul catcheur TNA qui a eu cet honneur-là, et donc si tu arrives aussi haut, c'est quand même pas pour rien. Donc moi je pense qu'il y a vraiment de bonnes chances qu'il fasse son trou à la WWE. Moi je dirais même qu'il y aura un destin un petit peu à la CM Punk ou Daniel Bryan, une ancienne star de l'indie qui va devenir main eventer et pourquoi pas gagner le titre poids lourd. Moi j'y crois vraiment parce qu'il a vraiment tous les atouts pour réussir. Brosti, t'es d'accord avec Seb? Euh, oui, bah, il a 38 ans, donc bon, on peut se dire que c'est sûr que c'est pas très jeune, mais bon, la carrière d'un catcheur, elle peut s'étirer selon la forme qu'il a, et lui, c'est quelqu'un qui s'entretient toujours très bien. Il a eu très très peu, voire pas du tout, de problèmes physiques durant sa carrière. On l'a vu toujours très présent, et puis avec une courbe de performance qui est toujours restée optimale, parce que même, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'année 2005 ou d'autres années, mais mine de rien, ces 2, 3 dernières années, je me demande même si ce ne sont pas finalement ses meilleures années carrément. Donc lui, il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure, il arrive à se réinventer et je pense ouais que la diversité des affrontements et la nouveauté, parce qu'il en a affronté vraiment très 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 peu qui sont à la WWE actuellement, fait que ça peut être intéressant. Après, est-ce qu'il va avoir un match pour le titre de la WWE à terme? Je pense que oui. Il risque de même d'avoir un gros match à WrestleMania déjà dans l'immédiat. Après, je sais pas sur la durée bien sûr, ça on peut pas le dire. Puis en espérant qu'il soit pas touché par l'épidémie de blessures qui sévit actuellement. Mais normalement, il a tout ce qu'il faut pour faire quand même quelque chose de très bien. Et puis déjà, on le voit que c'est quand même très fort de débuter directement sans passer par NXT, par une prestation remarquée au Royal Rumble. C'est quand même impressionnant d'être acclamé. Voilà, on peut se dire ouais, le gars était à Orlando, c'est là qu'il y avait de la TNA, mais c'est pas ça en fait. La réalité, c'est que vraiment, c'est un gars qui voilà, s'est construit et je pense même voilà que ces 2 dernières années ont fait qu'il pouvait naturellement prétendre à des choses très intéressantes. Un titre, par exemple, intercontinental, ça me semble largement dans ses cordes, déjà. Et chose étonnante, ils ont gardé son nom de scène de Indie et de la TNA, et ils ont même gardé son surnom, The Phenomenal AJ Styles. D'habitude, la WWE a l'habitude de choisir les noms, de les changer, même les surnoms, et là, ils ont tout gardé. C'est vrai, il est venu avec le packaging complet. Bon, ils ont modifié le theme song, ça c'est normal. Oui, ça c'est normal. Ouais. Voilà. Il a affronté Curtis Axel à SmackDown, Seb en a très vite parlé. Juste une dernière question, puis on va terminer là. Sur AJ Styles, quels sont vos dream matchs à la WWE? Vous aurez envie de voir AJ Styles contre qui? Que ça vous donne envie? Je sais pas moi, AJ Styles, Kevin Owens. Par exemple pour moi, hein, là je m'avance moi, mais je pense que il y en a Oh, beaucoup dans mon cas. oh oui. Ah Broski, oui, c'est est-ce que là tu orgasmique, penses là. C'est orgasmique, hein, disons tout net. là, si tu pourrais me citer trois catcheurs qui sont actuellement sous contrat avec la WWE, donc AJ Styles vient d'arriver lui aussi. D'ailleurs, il a signé pour plusieurs années et son salaire a été révélé il y a pas si longtemps que ça. Tu voudrais voir AJ Styles contre qui en priorité là, ces 3 prochains adversaires par exemple? Ces 3 prochains, malheureusement, il y en a déjà un, c'est pas possible, mais ça serait quand même Oui, assez fou. Seth Rollins, ouais, pour ouais. moi, ce serait quand même un match assez dingue. John Cena a quand même voir une figure de la TNA affronter enfin la grande figure de la WWE, c'était un match qui a été longtemps, voilà, on se disait c'était le match virtuel, donc c'est quand même un match qu'on aimerait voir. Et Ouais. le troisième, bon, comme tu as déjà dit Kevin Owens, moi je dirais Sami Zayn. Voilà, Ouais. pour moi, ça m'intéresserait beaucoup aussi ce genre de match. Vraiment, ça serait vraiment toujours beaucoup d'action et il y aurait beaucoup de symbolique aussi de part et d'autre à chaque fois dans chacun de ces matchs à mon avis. Seb, t'as quelques noms en tête aussi, même si c'est les mêmes qui reviennent, c'est pas grave, hein. Ah, il y en a beaucoup, 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 mais bon, je vais citer aussi Finn Balor, hein, qui est un catcheur qui a aussi connu la scène japonaise, et donc je pense qu'il y a peut-être une alchimie qui peut se créer entre les deux avec cette histoire-là. Et allez, tant qu'on est dans le Dream Match, pourquoi pas l'Undertaker. Tiens, ce serait un match qu'on pensait le jamais voir, alors pourquoi pas. C'est le dream match. C'est vrai que ça serait assez énorme. On verra aussi s'il sera là à Fastlane. Je pense que il y aura pas de souci là-dessus. Il sera bien dans la carte, hein. Dolph Ziggler, ouais. Il y a Vince là qui est avec nous sur le chat. C'est vrai que Dolph Ziggler aussi, dans un ring face à AJ Styles, bon, ça donne un peu envie, un peu beaucoup même.
Voilà, bon après c'est qu'il y a 3 noms, hein, donc Oui, bon, après, Ziggler a baissé aussi cette dernière année. oui, Donc, aussi, c'est c'est vrai. Il y a que énormément de monde, l'émergence des nouveaux noms à la WWE fait que forcément on préfère cela, quoi. bien sûr. Bon, bah, messieurs, je crois qu'on va conclure là-dessus. C'était cool et fort intéressant de revenir sur la carrière d'AJ Styles qui est franchement assez impressionnante malgré son âge, même s'il est plutôt jeune, mais bon, il est pas non plus tout vieux, donc c'est excellent qu'il soit arrivé à la WWE, surtout cette WWE là, la nouvelle WWE, qui n'a pas peur de mettre des gars en avant qui sont plus petits, qui sont plus maigres, qui sont moins costauds qu'à une époque. Triple H gère beaucoup plus la fédération qu'avant, et Vince McMahon n'est plus seul à prendre les décisions, donc ça peut être que bon pour AJ Styles d'arriver maintenant. On va conclure là-dessus. Merci Brousty, merci Seb. J'espère que c'était sympa et n'hésitez pas à réagir surtout. Oui, n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook, Wrestles Radio, Parlons Catch. On est aussi sur Twitter, bien sûr, ça vous savez tout ça. Hein. Et puis vous nous écoutez sur YouTube. Donc vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs hein, sur YouTube. Et ça c'est, on vous en remercie. On va se retrouver nous pour Fastlane. Ça sera le lendemain du pay-per-view en live. On espère être en live. Normalement, on sera bien en live. Ça sera donc le lendemain du pay-per-view Fastlane avec Dean Ambrose qui affrontera Brock Lesnar et Roman Reigns pour savoir qui affrontera Triple H à WrestleMania. D'ici là, portez-vous bien, merci de nous avoir écoutés, et puis à la prochaine pour des nouvelles aventures. Salut les amis. Eh oui, Ciao. salut, vous venez d'assister à l'histoire.